Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'envergure, épisode intense on l'espère. On va se plonger un peu plus dans les coulisses de la draft. On connaît la date officielle évidemment, c'est le 16 octobre pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et on va essayer d'en savoir plus sur le processus de draft et on va aussi prendre des nouvelles d'un des Français qui est attendu dans le top 10. Ce soir, discussion donc avec l'agent de Kylian Hayes, le Français qui fait donc partie des tops des mock drafts, que ce soit aux États-Unis ou en France. Yann Balikouzou est avec nous. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, Yann. Merci à vous pour l'invitation. Et pour l'interview, vous le voyez peut-être pour ceux qui regardent en vidéo, Ben est également ici en direct de Montréal. Comment ça va, Ben? Ça va très bien, Alex. Toi? Ça va. Ouais, ça va très bien aussi, ça va très bien. Tu sais, moi je suis en vacances, donc ça va forcément. Ah, t'es en vacances, hein? La vie est belle, là. La vie est belle, c'est Envergure, l'épisode 32 de la saison 3. Et on est parti. Yann, d'abord, premièrement, comment va Kylian au niveau de sa santé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en pleine forme? Est-ce qu'il a aucun souci de santé? Il est aux États-Unis, il me semble. Écoute, oui, il va très bien. Il est aux États-Unis depuis le 13 mars maintenant. Et tout se passe bien. Il bosse très bien. On a eu la chance d'avoir une salle privée, en fait, et où il a pu s'entraîner malgré le confinement en Floride. Et c'est vraiment une chance parce que quand je vois que beaucoup de joueurs n'ont pas eu cette chance-là et ont dû s'entraîner dans des conditions un peu compliquées, nous, on n'a pas trop souffert de ça, quoi. Donc, non, il va très bien et il bosse. Et comment ça se fait, cette salle privée? Il y avait des connexions, il connaît des gens là-bas, ou peut-être que toi, tu connais des gens là-bas qui ont pu permettre l'accès à ce genre de salle? Il s'entraîne avec d'autres joueurs ou tout seul? Non, pas pendant le confinement. Là, aujourd'hui, il commence à s'entraîner avec d'autres joueurs. En fait, comment ça s'est passé? Il faut savoir que tous ces pre-draft workouts, c'est des choses qu'on avait planifiées depuis un an, depuis l'été dernier, en fait. Depuis la fin de l'été dernier, on avait planifié qu'il rentrerait, quand il rentrerait de sa fin de saison, il ferait une semaine ou deux à Orlando pour rester un peu en famille et déjà pour faire pas mal de recovery, de travail avec enfin, ils appellent ça un chiropracteur, mais c'est plus kiné ou ostéo, on appellerait ça comme ça ici. Faire pas mal de travail de recovery, vu que la saison devait être longue, et ensuite partir à Chicago bosser avec Will Bynum. Finalement, on a dû adapter un peu le truc, donc il y a eu le Covid, il a dû rentrer. Et donc, j'ai appelé son trainer à Orlando, qu'on utilise quand il est là-bas, et qui m'a dit qu'il avait accès à des salles et qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait s'occuper de lui. Et donc, dès qu'il est rentré le 13, je crois qu'il a pris juste une semaine pour souffler un petit peu. Et ensuite, on a commencé à bosser. Mais quand on a commencé à bosser, c'était plus du travail d'entretien. Du travail d'entretien, et ensuite essayer un peu de bosser des aspects qui étaient pointés comme des weaknesses chez lui. On a vraiment voulu se dire, ok, il y a le corona qui est là, mais on va utiliser cette période à notre avantage, en fait. D'accord. Et en fait, c'est son trainer qui avait accès à cette salle-là, qui est une salle privée qui appartient à un pasteur qui fait partie d'une école catholique. Et donc, on a pu avoir accès à cette salle. C'était super sympa. Et donc, à quoi ressemble une journée typique en ce moment de Kylian? Tu dis travailler sur ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il travaille en particulier? Est-ce qu'on est plus toujours sur de l'entretien physique et du travail, j'allais dire, individuel de perfectionnement, ou est-ce qu'on fait d'autres choses, peut-être renforcement musculaire sur certains aspects, ce genre de choses? Depuis lundi dernier, depuis le 22, il commence sa journée à 11h, il travaille avec un préparateur physique. On a orienté le travail sur tout ce qui est haut du corps, sur un travail de puissance, pas spécialement de prise de masse, parce qu'on veut qu'il garde sa fluidité. Et pour tout ce qui est bas du corps, un gros travail d'explosivité. Le but, c'est de faire de lui un athlète above average sur les standards NBA. En Europe, c'est considéré comme un bon athlète. En NBA, il est considéré comme average. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit above average. Donc, tout le travail,
c'est parfait, on a 4 mois. Là, le travail de pré-draft, ça ne va pas être un travail pour faire en sorte qu'il soit bien pour les workouts, pour le combine ou autre. C'est vraiment un travail pour le préparer à être le plus NBA ready possible. Là, c'est vraiment ce qu'on fait. Là. On a 4 mois devant nous. Donc, il travaille justement avec Ryan Van Lieu à 11h. Et à 13h, il a ses trainings basket. Et selon les jours, il va commencer à pouvoir faire des pick-up sur Orlando. Il y a pas mal de joueurs NBA qui vivent à Orlando et qui sont sur Orlando. Et il va faire quelques pick-up, que ce soit du 1-1, du 2-2, du 3-3, du 5-5 si possible, mais ça m'étonnerait. Il a déjà commencé à faire des séances avec Dwayne Bacon. Je crois qu'ils en refont une ou deux la semaine prochaine. Et donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui a été décidé. Il avait l'occasion de pouvoir s'entraîner aussi avec des pros qui sont en Europe, mais on trouvait pas ça, avec son père, on trouvait pas ça pertinent qu'il bosse avec des pros européens ou avec des joueurs NCAA, dans le sens où on veut vraiment qu'ils puissent commencer déjà à s'adapter à la NBA, à pouvoir ressentir ce que c'est, de s'entraîner avec des joueurs NBA. Et sur la deuxième quinzaine de juillet, il va aller passer une semaine à Los Angeles avec Will Bynum à s'entraîner avec Pat Beverley. Donc ça devrait être sympa. Ouais, ça va être pas mal. En fait, Pat Beverley et Will sont très proches, ils sont tous les deux de Chicago. Oui, il nous l'avait dit, Will, effectivement, voilà, dans le podcast. Pat a demandé à Will de s'occuper de lui quelques temps avant le départ pour la Bubble là, à Orlando. Et Will en profite pour emmener Kylian avec lui, quoi. Donc ça va être sympa. Est-ce que Kylian va utiliser la fameuse technique d'entraînement de Timberland sur la plage? Ah, ça, je ne sais pas. Ça va être intéressant à voir. Je ne sais pas si tu suis un peu ce que fait Kylian. Il s'entraîne pas mal. Il fait pas mal de sandwork. Oui. Ouais, il en fait pas mal. Donc, à voir. Ça serait intéressant. Mais j'avoue que si les frontières sont ouvertes et que je peux être aux États-Unis, je paierai cher pour être là à LA et voir ce qu'ils vont faire. Mais un des aléas de la COVID, c'est qu'il va y avoir un gros délai d'ici à la draft. La draft était supposée être cette semaine et elle va être, je crois, le 16 octobre. Donc, en termes de délai, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous allez lui donner une période de repos ou est-ce que vous allez à toute vitesse jusqu'à la draft? Ça a été le gros challenge. C'est vraiment une question intéressante. Donc, dès qu'il est arrivé, il a pris une semaine ou 10 jours de repos. Bon, ça n'a pas été du vrai repos complet parce qu'il a commencé à travailler un peu physiquement à la maison. Vu qu'on ne savait pas comment ça allait se passer avec le lockdown, ils ont acheté du matériel de muscu pour pouvoir bosser à la maison. Derrière, quand il a commencé à faire du training, il ne s'est pas entraîné tous les jours. On n'a pas commencé par faire 5 jours. Il s'est entraîné 3 fois par semaine. Et les 2 autres jours, il faisait beaucoup de travail physique à la maison, notamment avec ce matériel de muscu. Et j'étais quand même en contact avec la NBPA pour savoir un peu les tendances et comment ça allait se passer. On savait que la draft allait se passer soit en août, soit en septembre. On n'était pas jusqu'à octobre, mais les dates qu'on entendait, c'était fin septembre. Et on s'est dit, bon voilà, une fois qu'on a les vraies dates, on commencera vraiment le travail pre-draft. Parce que normalement, un travail pre-draft, c'est quoi? Pour un joueur qui arrive d'Europe, c'est 1 mois et demi. Grand maximum, c'est 2 mois. Donc, on ne voulait pas non plus le overtrain. Il faut savoir qu'il a fait 2 mois plein de travail à LA l'été dernier. Il a eu une saison, pas pleine, mais pleine avant le corona, on va dire. Le faire bosser, enchaîner tout de suite, travailler comme des acharnés pendant 6 mois quasiment. 6 mois de travail et ensuite enchaîner tout de suite avec sa franchise, ça n'aurait pas été logique. Physiquement, ce n'était pas logique. Donc, il y a eu cette période où on a pris le temps. Et là, maintenant, depuis lundi, là, vraiment, il fait 5 séances par jour, 5 séances par semaine, 2 fois par jour. Ok. Justement, tu parles du processus avec des infos qui tombent petit à petit. Donc, on rappelle les dates parce qu'on ne les a pas encore données dans notre podcast. Pour ceux qui nous ont suivis, on les a données avec First Team sur Instagram. Mais donc, la date de la draft, c'est le 16 octobre. Et donc, la règle, c'est que la limite des candidatures, c'est 2 mois avant. C'est comme ça que ça se passe en NBA. Donc, les joueurs ont jusqu'au 17 août pour poser leur candidature, même si la plupart sont déjà déposées. D'ailleurs, Yann, vous n'avez pas eu besoin de redéposer une candidature, c'était déjà fait. Et les candidats ont jusqu'au 6 octobre, donc 10 jours avant la draft, pour se retirer. Il y a une autre date qui rentre en jeu, qui ne concerne pas Killian Hayes, c'est le 3 août, puisque les joueurs qui sont en NCAA vont devoir décider
s'il retourne à la fac ou s'il se déclare vraiment candidat à la draft. C'est la NCAA qui a mis cette date butoir, on va dire, pour une question de bourse notamment et de place dans les rosters, puisque les cours reprennent au mois d'août en NCAA. Comment ça va se passer, Yann? Des infos que tu as? Est-ce qu'il va y avoir des workouts dans les franchises, comme les autres années? Est-ce qu'il va y avoir un seul endroit où il y aura des workouts, des 5 contre 5? Où est-ce que vont se faire les tests médicaux? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus? La dernière, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Hein. La NBA leak quelques infos un petit peu travaille avec la NBPA, mais leak aussi quelques infos à Vosges. Bon, cette info-là, elle n'a pas été encore été leakée à Vosges, mais moi, je la tiens de la NBPA. C'est que vraisemblablement, le scénario le plus plausible pour l'instant, à l'heure actuelle, ça serait qu'il y ait peut-être un combine à Orlando dans la bubble, en fait. Mais c'est pas mal challenging quand même, parce que ça voudrait dire que quid des joueurs? Est-ce qu'il faut qu'ils soient en quarantaine avant de rentrer dans la bubble, vu qu'ils vont arriver d'un peu partout? En Floride, les cas commencent à augmenter. Il y a une résurgence du Covid. Donc voilà, c'était la dernière tendance que j'avais eue mardi dernier. Voilà. C'est ça. Mais donc, pas de workout dans les infrastructures des clubs, ça c'est quasiment sûr. Hein. A priori, non. La dernière tendance, c'était ça. Le combine dans la bubble et potentiellement des pro days avec les agences. Des pro days avec les agences, d'accord. Potentiellement, okay. Ouais. Est-ce que vous avez commencé à regarder pour en faire un pour Kylian? Tant qu'on sait pas s'il pourrait y en avoir un, on l'a pas trop fait. Maintenant, on est sur le qui-vive. Moi, maintenant, ça fait 1 an que je travaille avec ISE, Independent Sports and Entertainment, qui est basé à LA. Ils ont une expérience à faire des pro days à LA. On a également Cassius Stanley pour la draft à venir. Donc, s'il doit y avoir un pro day, on peut l'organiser très rapidement. Bon. Ben, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un pro day? Un pro day, dans le fond, c'est un workout qui est organisé justement par une agence ou par les représentants d'un joueur où les équipes sont invitées pour scouter parfois en 1 contre 1, parfois en 1 contre 0. Le dernier exemple de pro day qui avait tourné bien des têtes, c'était Kristaps Porzingis en 2015, où est-ce que la plupart des équipes dans le top 10 se battaient pour avoir une place. C'est ça. Alors, donc, il y a une chose que vous avez eu le temps de faire pour le moment, en tout cas dans le processus pré-draft, c'est les interviews. On va parler de ça avec Ben qui a 2-3 questions là-dessus. Ouais, est-ce que le processus est commencé? Ah oui, depuis un bon moment. Ça fait, je peux même te dire qu'il a même un petit peu ralenti. Okay. Mais pendant 1 mois quasiment, il en avait quasiment une par jour, du lundi au vendredi. Donc, toutes les équipes l'ont contacté? Pas toutes. Beaucoup d'équipes, pas toutes les équipes de la loterie, beaucoup d'équipes de la loterie. Ce qui est intéressant et ce qui me fait dire que beaucoup d'équipes réfléchissent à des scénarios, à énormément de scénarios, c'est qu'il y a 3 équipes qui n'ont pas, une équipe qui n'a aucun choix de draft au premier tour, qui n'a pas arrêté de se renseigner sur lui et qui a fait une interview. Et il y a également des équipes qui n'ont aucune chance d'être dans la loterie, qui l'ont énormément scouté toute la saison et qui ont été parmi les premiers à demander des interviews avec lui. Mais c'est une année pour ça, hein? C'est une année où est-ce qu'il va y avoir des trades absolument incroyables, je crois, à la draft, parce que beaucoup de joueurs sont à peu près au même niveau de talent. Côté interview, comment est-ce que c'est structuré une interview avec une équipe de la NBA? Quel genre de questions ils demandent? Combien de temps ça dure? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ça dure environ 45 minutes, 1 heure. Il y a des questions très basiques sur la position sur laquelle il se projette en NBA. Il y a des questions un peu plus intimes. Est-ce qu'il a une copine? Des questions. Comment il se voit en NBA? Est-ce qu'il achèterait une maison? Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a d'autres équipes. Je vais le dire. Il y a une équipe comme Orlando. Et il y en a 2 autres encore, j'ai plus les noms, j'ai plus les équipes en tête, qui font des tests, qui envoient des tests. Orlando envoie un iPad avec un test intégré. Des tests de QI, c'est ça? Pas que des tests de QI, des tests de personnalité, des tests cognitifs. Ah d'accord, aussi. un peu tout. Okay. Ouais, non, c'est assez pointu.
C'est assez pointu. Qu'est-ce qui est ton opinion sur ces tests-là? Parce que je me rappelle, on a interviewé quelqu'un qui prépare ces tests-là l'année dernière et nous disait que les agents n'étaient pas très chauds tout le temps, toujours à l'idée d'avoir des tests comme ça. Qu'est-ce qui est ton opinion sur les tests de personnalité? Nous, la chance qu'on a, c'est que on a quelques relations. Donc, j'ai réussi à avoir des questions de test avant qu'il passe ses interviews. Donc, on a préparé Kylian. Et donc, pour un joueur comme Kylian, avec sa personnalité, c'est pas trop compliqué les interviews. Moi, comment on l'a préparé? On a fait une mock interview déjà avec plusieurs personnes de l'agence. On avait des rôles différents et on lui a fait une mock interview avec les questions qu'on avait déjà. Donc, pour le préparer, pour qu'il soit à l'aise. Et moi, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, c'est pas comme si tu avais une personnalité un peu borderline, on va dire. Sois toi-même, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ils veulent juste savoir qui tu es. Donc, sois toi-même, réponds ce que tu as à répondre, et ensuite, ils feront avec. Donc, moi, sur ça, j'avais pas de soucis, excuse-moi, je te coupe, j'avais pas de soucis sur ça. J'aurais peut-être eu plus de soucis si j'avais senti une certaine immaturité chez lui. Là, peut-être qu'on aurait fait beaucoup moins et qu'on l'aurait un peu moins exposé, quoi. C'est un peu le jeu de la draft. Absolument. Détail sur lequel je suis curieux. Kylian a vraiment une seule faiblesse apparente dans son jeu et c'est la main droite. Est-ce qu'on lui en a parlé dans les entrevues? Sur les feedbacks qu'il m'a fait, je ne pense pas qu'on lui en ait parlé. Je ne pense pas qu'on lui ait parlé, mais il faut savoir aussi qu'avant qu'il y ait des interviews, moi j'ai parlé à pas mal d'équipes, pas mal de GM et autres, en leur disant, déjà je les avais prévenus que Kylian était rentré aux États-Unis et qu'il s'entraînait, pour qu'ils sachent qu'il s'entraîne. Et je leur ai dit également sur quoi on axait le travail. Il faut savoir que le travail est aussi axé sur sa main droite. C'est pas tant un travail de main droite bête et méchant, parce qu'une main droite, il en a une, il sait s'en servir. C'est juste un travail pour qu'il s'habitue et qu'il soit à l'aise pour utiliser sa main droite dans les situations où il doit l'utiliser. Absolument, dans le trafic, avec la pression, les prises à deux, ces choses-là. Hein? Exactement. Donc là, il y a un gros travail axé sur ça. Actuellement, il a un traîneur physique et 2 traîneurs basket. Sur les traîneurs basket, il y en a un qui est vraiment sur le skill development et un autre qui est vraiment spécifique sur des situations. Il le met sur des situations de match, en fait. Sur pas mal de situations de match et sur toutes ces situations de match-là, énorme. Il y a un gros travail fait sur la main droite, sur trouver les skip passes dans le corner de la main droite, comme il sait le faire avec sa main gauche, sur des finitions main droite, sur des flotteurs main droite, sur des prises des parts en dribble main droite. Il y a pas mal de choses comme ça, sur des prises de pique main droite également. Donc voilà, c'est un travail qu'il fait depuis 2 mois et demi maintenant et qui va continuer. Dernière question sur les interviews. Qui fait les interviews dans les équipes NBA? Est-ce que les GM sont impliqués directement? Ah oui, il y a beaucoup de gens du personnel. Ils sont quasiment un peu moins d'une petite dizaine, on va dire. Oui, par équipe? Oui, par équipe, une petite dizaine. Donc généralement, il y a le GM, il peut y avoir le coach. Je sais que quand il a fait Boston, il y avait Brad Stevens, qui pour la petite histoire lui a dit que Kylian était le joueur préféré de son fils. Il y a les scouts, les différents scouts, directeurs de players personnels, président des opérations basket, il en a eu également. Okay. Donc ça dépend vraiment des équipes, mais ouais, une petite dizaine à peu près, un peu plus ou moins. Question intérêt personnel, est-ce que New York était là? On a fait New York déjà. C'est bon. Il est rassuré. Je suis content parce que ça ferait beaucoup de sens côté équipe. Là. Justement, par rapport aux préférences de Kylian, est-ce que à la base, déjà, je n'en ai aucune idée, mais est-ce qu'à la base, il est fan d'une équipe en NBA? Et est-ce qu'il y a des franchises vers lesquelles il est plus attiré, en fait? Puisqu'il y a aussi une histoire de... Il y a des stratégies de la part des équipes, il peut y avoir aussi des stratégies mises en place de la part des joueurs et agents, même si visiblement vous avez quand même quasiment accepté toutes les demandes, ou peut-être, je ne sais pas est-ce que vous avez refusé des demandes déjà? On en a refusé, des demandes, des équipes où il ne voulait pas spécialement aller, ou peut-être où on ne voulait pas spécialement qu'il aille. D'accord. Pour quelle raison il ne voulait pas y aller? Parce qu'on n'a pas eu des retours extraordinaires. Il faut savoir que dans l'idée, dans ce qu'on veut faire avec Kylian, personnellement, peut-être pas lui, mais moi, je me fous de savoir à quelle position il est sélectionné. Ce qui m'importe, c'est la vision à long terme, c'est le système de développement, c'est la manière dont il va être utilisé. C'est ça le plus important. Donc, qu'il soit drafté dans le top 10, ce qui serait extraordinaire, top 5 encore mieux,
Mais s'il est drafté 16, 17 ou 18 et qu'on tombe dans une super bonne situation, dans une équipe qui peut avoir les playoffs et où il y a un bon système de développement, je signe tout de suite. Et donc, est-ce que lui, il a des préférences aussi, j'imagine? Est-ce qu'il est fan d'une équipe en particulier? Pas spécialement, il n'est pas fan. En fait, Kylian, c'est pas quelqu'un qui est fan, que ce soit de joueur ou autre, c'est pas dans sa personnalité. Il n'est pas spécialement fan d'une équipe. Je vais vous dire un truc qui va sûrement vous faire sourire, mais avant les, on va dire que depuis seulement la saison dernière, ou on va dire, allez, peut-être depuis la saison à Cholet, il commence à regarder des matchs en entier. Il regardait que des highlights de NBA. Ouais. Il se concentrait sur ses matchs à lui, au fond. Et ses matchs à lui, sur ce qu'il faisait, c'était un plaisir un peu égoïste, on va dire. C'était son basket, c'est ce qu'il faisait qui l'intéressait. Donc, il regardait que des highlights, il regardait pas des matchs en entier. On lui en a pas mal parlé avec Deron et il a pris plaisir cette année à regarder beaucoup de matchs. Et en fait, je pense même qu'il a regardé plus de matchs d'Euroleague que de matchs NBA la saison passée. Mais il en a regardé. C'est quelque chose que je trouve très sain, personnellement, comme trait de caractère, là, de ne pas justement se voir plus loin qu'il l'est vraiment puis se concentrer sur le moment présent. Je crois que c'est vraiment un bon présage. Mais dis-moi, est-ce qu'en termes d'entrevues, est-ce qu'il y en a qui se sont particulièrement bien passés? Est-ce qu'il y a des contacts qui se sont bien... est-ce que le courant a passé, en particulier avec certaines équipes? C'est marrant parce que j'en ai discuté avec d'autres agents. Pour l'instant, les franchises ne se déclarent pas vraiment. En temps normal, elles vont sûrement dire oui, s'il est encore dispo à telle position, on le draft ou quoi que ce soit. À l'heure actuelle, généralement, les retours qu'on a, c'est ah oui, on l'aime bien, on l'aime beaucoup. Voilà. Vous n'avez pas de promesse? C'était une de nos questions qui suivait. Non, on n'a pas de promesse pour l'instant. Je sais qu'il y a des équipes qui l'aiment beaucoup, qui l'ont beaucoup suivi pendant la saison. Voilà, mais on n'a aucune promesse pour l'instant. Donc ça veut dire que si on affirme avec force que Kylian Hayes sera un lottery pick de la prochaine draft, on peut se tromper. Bien sûr, tout dépend de la loterie. C'est ce que je dis à tout le monde. Tant qu'on n'a pas l'ordre de la loterie, ok, on sait quelles équipes sont plus à même de drafter un meneur et sont sur le marché pour un meneur. Et un meneur de son type, plus un playmaker, quelqu'un qui est capable aussi d'amener dans la création. Mais tant qu'on n'a pas la loterie, c'est que de la science-fiction. C'est que des avis très, très personnels. Il y a quand même dans toute la draft, Yann, il y a un jeu de bluff qui existe pendant ce processus. Tu en parlais tout à l'heure, il y a des joueurs qu'on va moins exposer, d'autres plus exposés, etc. Par exemple, en début de podcast, je te demandais si la santé allait bien. En gros, comment on fait la balance entre la transparence, c'est-à-dire on donne les informations aux équipes pour les rassurer, et les certaines petites choses qu'on cache. Je me doute que tu nous as pas caché un énorme souci de santé pour Kylian, mais c'est pas forcément des choses qu'on dit en même temps aux équipes. C'est une très bonne question, mais le problème, c'est que les équipes sont hyper bien renseignées. Je peux cacher ce que je veux à une équipe, mais elle le trouvera de toute façon. Ils engagent même des private investigators pour enquêter sur les joueurs là, à l'heure actuelle en ce moment. Donc, je peux essayer de cacher ce que je veux. Tout se sait à un moment ou à un autre. Oui, on a entendu parler d'histoires d'espions déjà sur ce podcast. Bien sûr. Vaut mieux être très transparent. Demain, si Kylian a une blessure ou autre, je préfère envoyer le rapport du médecin et les radios aux différentes franchises en leur disant voilà ce qui se passe, il n'y a rien de méchant, il a arrêté pour 2-3 semaines, plutôt que de cacher quelque chose et que ce soit découvert plus tard. C'est catastrophique. On touche du bois, hein, évidemment. Oui, c'est clair. Je parquet. Absolument. C'est ta première draft en tant qu'agent. Est-ce que je me trompe? Non, je ne te trompe pas. OK. Est-ce que comment tu t'es retrouvé dans cette position? Écoute, je connais Kylian depuis qu'il est très jeune. Parce que sur la fin de carrière de son père, je me suis occupé de son père. Okay. Et quand on a commencé à se rendre compte que la draft allait être une réalité pour lui, qu'il était vraiment à très haut niveau, il a fallu monter le niveau avec lui. Bon, faut savoir que moi, avant même de m'occuper de lui, j'avais déjà la licence NBA. J'avais pris ma licence NBA depuis 2014 parce que je savais que c'est ce que je voulais faire. Sans vouloir manquer de respect à l'Europe au niveau FIBA, j'ai tout fait en Europe. Placer des joueurs en Euroleague ou dans des ligues comme l'Espagne, j'ai tout fait. Et j'appréhende ce métier comme j'appréhende le basket. J'ai joué à un petit niveau également.
Et donc, je suis quelqu'un de compétitif. Moi, ce que je voulais, c'était atteindre le plus haut niveau. Donc, la NBA, ça a toujours été une fin en soi pour moi. C'était pas question d'avoir juste la licence NBA pour dire que je l'ai et que ça fasse beau. Non, c'est l'avoir pour pouvoir faire du business NBA à terme. Donc tout ce qu'il a fallu faire, c'est se mettre au niveau de ce que Kylian faisait, être très proactif et monter les échelons avec lui. Il faut savoir aussi que, ok, c'est ma première draft, mais avant ça, j'ai Yacouba Diawara. Il a failli retourner en NBA via Memphis. C'est moi qui étais derrière ça. Il a fait le training camp et il s'est trouvé dans une position où il a failli être pris. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle il n'a pas été pris dans le roster au poste 5, ils avaient Marc Gasol et Brandon Wright. Il se trouve que Brandon Wright est un injury prone. Sur le dernier match de pré-saison, Yak jouait très très bien sur les matchs de pré-saison. Sur le dernier match de pré-saison, Brandon Wright se blesse et on prend Ryan Hollins à la place de Yak. Voilà. Ce qui est un terrible choix, je veux dire, Ryan Hollins. il faut savoir, Benoît, il faut savoir que cette saison, le pire, c'est que bon, derrière, il signe à Limoges, c'est bien, il joue l'Euroleague. Mais il faut savoir que sur cette saison, c'est la saison où il y a une hécatombe à Memphis, où des mecs comme Ryan Hollins se retrouvent dans le 5. Il y a eu aussi, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Tony Allen était blessé cette année. Matt Barnes finit dans le 5 et meilleur marqueur de l'équipe. et je me souviens que Memphis, quand ils ont coupé Yak, ils nous ont dit ouais, on aimerait bien le garder avec l'équipe de G-League. Mais bon, il a une famille et autres, et on avait des offres en Europe. Mais s'il était resté en G-League, il aurait eu un call-up immédiatement. Oui, c'est l'année qu'ils ont signé, je crois, genre 20 joueurs au mois d'avril. C'est ça, c'est exactement ça, c'est cette saison-là. D'accord. Est-ce que dans le processus de pré-draft, il y avait des obstacles ou des embûches que tu n'aurais pas pu prévoir? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Non, la plus grosse embûche, ça a été le coronavirus. C'était le fait de savoir que tout ce qu'on a prévu pour un mois ou un mois et demi doit se passer sur 4 mois. Ça a été ça. Et l'aspect le plus gros défi, ça a été l'avenir nous le dira, mais ça a été de l'entraîner correctement, lui mettre le programme correct pour toute cette durée-là. C'est bien beau de se dire qu'il dit aller à fond tout le temps, mais est-ce qu'on ne va pas le surentraîner? Est-ce qu'on ne va pas peut-être risquer une blessure? Donc ça a été vraiment de faire la balance entre tout ça. Ça a été ça le plus compliqué. Mais maintenant, tout est en route. Il se sent bien. On est vachement à l'écoute aussi de lui, sachant que c'est un gros bosseur. Voilà, on est à l'écoute de son corps aussi. Mais ça a été ça le plus gros défi pour moi. Il a pas l'air de quelqu'un de très difficile à motiver. Psychologiquement, comment il aborde ça? Psychologiquement, il aborde très bien. Je me souviens quand ils sont rentrés en Floride, je l'ai appelé quelques jours après. Je lui ai dit bon, écoute, comment tu te sens? Bon, c'est vrai qu'on a de la certitude, mais bon, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Et sa réponse, ça a été écoute, si c'était arrivé la saison dernière, j'aurais été inquiet parce que j'aurais pas été sûr d'être drafté au premier tour. Il dit là aujourd'hui, je suis sûr d'être drafté. Donc voilà, maintenant tout ce que je vais faire, c'est bosser. Je sais que je serai drafté. Voilà, j'ai pas de soucis. Il m'a dit l'été dernier, ouais, peut-être que j'aurais pu peut-être un peu stresser, sachant que le stress, c'est pas vraiment un de ses traits de caractère. Il aurait peut-être été un peu plus inquiet, mais là, il est totalement serein en fait. Là vraiment, il bosse en vue de la saison à venir. Magnifique. Au niveau, tu nous as répondu tout à l'heure avec une réponse en disant que la franchise dans laquelle il serait, l'important c'est le contexte de développement, une équipe qui lui permet d'avoir un rôle, etc. Néanmoins, à quel niveau toi et surtout Kylian, vous mettez une draft réussie? Est-ce qu'il y a un objectif de la part de Kylian sur cette draft? Non, il n'y a pas spécialement d'objectif sur ça. C'est clair qu'il aimerait être drafté le plus haut possible. Pour lui, il aimerait être drafté le plus haut possible. Maintenant, honnêtement, quand on regarde les chiffres NBA, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire. C'est pas vraiment sur les contrats rookies qui font de l'argent. C'est sur le deuxième contrat. Non, mais bien sûr. L'important, c'est vraiment, pour moi, l'important, c'est qu'il établisse une bonne base sur les 4 premières saisons. C'est le plus important, c'est pas tant son rookie scale, combien il va toucher tout de suite. C'est pas ça. C'est vraiment qu'il soit dans une situation où il puisse établir une bonne base et ensuite construire à partir de cette base-là. Parce qu'il est vrai qu'on a des objectifs élevés pour lui dès la saison prochaine. Ça, c'est une réalité. Mais les objectifs élevés sont pas tant sur la draft, à savoir, on aimerait qu'il soit numéro 1 ou numéro 5. Bien sûr que j'aimerais.
Mais s'il ne l'est pas, ce n'est pas un drame en soi s'il tombe dans une bonne situation. Le plus important, ce n'est pas la position de draft. Le plus important, c'est en fin de saison, est-ce qu'il est dans un des 5 All-Rookies? Ça peut être un objectif, ça. Est-ce qu'il fait le Rookie Game? Est-ce qu'il est dans la discussion pour être Rookie of the Year? Ça, c'est beaucoup plus important que sa position de draft, en fait. C'est vrai. Une chose je reviens sur les équipes avec qui il a eu des entrevues tout à l'heure. J'ai oublié de poser la question. Si je te dis Cleveland, Minnesota, Golden State, est-ce qu'il a fait les trois? Qui sont les trois équipes qui ont le plus de chances d'avoir le first pick? Il n'a pas fait Cleveland. Il n'a pas encore fait Minnesota, mais ça va se faire. Il n'a pas encore fait Golden State et ça va se faire. Je peux te dire tout de suite qu'il ne fera pas Cleveland. Pour sûr. C'est pas un secret. J'ai parlé avec eux. Il y a très peu de chances qu'ils draftent un guard, ce qui est logique. Et de toute façon, Cleveland ne s'intéresse pas à un guard sur la draft à venir, ce qui est logique. Il devrait faire Minnesota et Golden State. Ok, très bien. Une dernière question pour moi, peut-être que Ben en aura aussi. Ouais, je vais en avoir une. Comment est-ce que tu vas gérer l'attention médiatique qui va aller croissant, la draft se rapprochant? On l'a vu assez rapidement sur Bein, je ne sais plus, c'était il y a 3 semaines et quelques. Est-ce qu'il va être très protégé ou est-ce que ça ne te gêne pas qu'il réponde à des interviews avant? Généralement, les joueurs qui se présentent à la draft ont quand même assez peu d'interviews dans les médias les derniers mois avant la sélection. Déjà, vous remarquerez que Kylian fait très très peu d'interviews. Oui. Cette saison, on n'a quasiment pas fait. C'est pas faute d'avoir eu des demandes. Là, on l'a fait parce que c'est un peu différent. Vous êtes un peu dans le cas aussi. Il y a eu le coronavirus, il y a eu la suspension. Tous les médias cherchaient à avoir du contenu. On a été harcelés. Et nous, dans l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est... Ah oui, on a été harcelés. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il va faire uniquement des gros médias. Mais il n'en fera pas souvent, il va juste en faire quelques-uns. Comme ça, il va donner les discours qu'il a à donner et on s'arrête là. Donc, il a eu une double page dans l'équipe, ce qui était très sympa. Il a fait Bein, et je ne pense pas qu'on en fera d'autres. On en fera peut-être proche de la draft, mais encore des gros médias. Là, s'il en refait, c'est peut-être plus des médias généralistes, pas des médias basket ou sport. Ce sera peut-être plus des médias généralistes. Mais non, il a fait quelques médias US. Il a fait The Uninterrupted. Il a fait un podcast avec eux. Il a fait qui encore? Il a fait Mike Schmitz, le breakdown de Mike Schmitz. Oui, ça, c'était il y a un moment. Qui était un vrai régal. Qui était super intéressant. J'étais dans la pièce quand ils l'ont fait. C'était vraiment super intéressant de voir comment il voit le jeu et comment il manipule un peu les défenseurs. Et pour ceux en France qui n'arrivent pas à le voir, utilisez un bon VPN. Voilà. Comment il répond à la critique aussi, parce que Mike Schmitz, il lance quelques barbes parfois, puis j'ai trouvé vraiment très stable. Oui, et j'ai trouvé Mike Schmitz, c'est vrai que ça, pour être très honnête avec vous, c'était une petite inquiétude avec son père. On se demandait ce que Mike Schmitz allait lui lancer, parce que souvent, il les lance, et c'est très bien, hein. Il les lance sur des faiblesses. Ça me fait un peu sourire. Moi, j'aime bien Mike, on se connaît. Ça me fait un peu sourire quand il leur dit à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais on s'attendait à ce que ce soit un peu plus, excusez-moi le terme, un peu plus salty. Mais finalement, non, je l'ai trouvé assez cool sur ça. Et Kylian très lucide sur ses forces et ses faiblesses. Absolument. Dernière question peut-être. Nous, moi, Alex et les gars du podcast, on est des nerds de draft à l'année longue. Je veux dire, on parle du draft le 26 juin après que ce soit passé d'habitude, mais il y a comme une hype absolument incroyable qui arrive à partir du printemps. Et il y a des mock drafts qui sortent. Et donc, il y en a un en particulier qui m'a intéressé, c'est Kevin O'Connor de The Ringer qui avait Kylian numéro 1. Est-ce que Kylian accorde quelconque importance à ces choses-là? Est-ce qu'il les lit? Kylian ne lit pas les médias. Ouais, c'est ce que je pensais. Même les médias d'information ou non, pas les médias il lit pas les médias. Les médias basket, en tout cas, il lit pas. Il lit pas les médias basket, il regarde pas ça. C'est son père et moi qui s'en affrontent dessus. Mais Kylian ne lit pas les médias basket, on lui parle pas des mock drafts, voilà.
Il sait, il regarde peut-être les mock drafts ESPN parce que ses potes lui envoient, ses autres potes joueurs, je pense à un en particulier, qui lui a envoyé ça régulièrement pendant la saison. Mais sinon, non, il ne regarde pas ça. Ok. C'est tout bon pour toi, Ben? Oui, numéro 1. Superbe. Yann, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes. Beaucoup d'être venu, c'était génial. Merci à vous. Je suis un grand fan de vos podcasts. Je suis généralement dans mon bureau là, avec mon PC à côté, mon iPad à droite, à écouter vos podcasts. Et je trouve ça super intéressant et ça fait du bien d'avoir un podcast francophone où des gens ne disent pas n'importe quoi sur le basket. On a des vrais contenus et c'est super intéressant. Donc, longue vie à Envergure et continuez comme ça, les gars. Merci beaucoup, Yann. Et on souhaite tout le meilleur, évidemment, à Kylian pour la draft à venir. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, dans nos podcasts. À bientôt, tout le monde. On se retrouve très prochainement pour continuer à disséquer le jeu des différents prospects pour cette draft 2020 qui aura donc lieu le 16 octobre. Ciao, tout le monde. Ciao.